Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de votre présence au nom de l'Association des sciences du langage et tout particulièrement de son président Guy Acharbel. Donc, nous allons aujourd'hui faire cette table ronde intitulée Aspects langagiers contemporains de la cause animale en préparation d'un colloque qui serait à venir l'année prochaine. Je remercie donc également vivement les participants qui ont accepté de participer à cette table ronde. Catherine Kerbrao-Recchioni, qui est linguiste, Astrid Guillaume, qui est linguiste et sémioticienne, Florence Burga, qui est philosophe, Marie-Claude Marsollier, qui est biologiste, généticienne et qui travaille au Muséum d'Histoire, au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, et Jérôme Segal, historien, donc qui est maître de conférence à Sorbonne Université. Bien, alors, cette table ronde présente la particularité d'une part d'être organisée par des linguistes dans un cadre associatif qui est donc le cadre de l'Association des sciences du langage. Et il a visiblement donc cette dimension pluridisciplinaire qui était un des objectifs de la rencontre. Mais bien sûr, cette dimension pluridisciplinaire dans le cadre des sciences du langage requiert un point de vue linguistique approprié. Je veux dire par là que une linguistique, disons, purement structurale ou encore une grammaire générative serait complètement désintéressée de cette question de la cause animale. Il faut donc un point de vue linguistique un peu plus large qu'on peut appeler une linguistique théorique et qui se présente un peu comme ça, mais je ne veux pas trop insister sur ce point, mais disons une linguistique comme carrefour entre toutes sortes de disciplines qui traitent de la question du langage et qui prend la linguistique descriptive, les sciences du langage comme un point d'appui parmi le point d'appui fondamental parmi beaucoup d'autres pour traiter de toutes sortes de questions autour du langage. Et c'est dans ce cadre général-là qu'on peut envisager une réflexion pluridisciplinaire, mais qui soit ancrée quand même sur la question du langage, avec un certain nombre de pistes de réflexion que j'indique ici pour lancer cette table ronde, mais qui bien sûr vise à être discutée, déconstruite, reconstruite, tout ce que vous voudrez. Donc, parmi ces axes, en m'inspirant bien sûr de ce que les participants ont annoncé dans leur proposition de sujet, on peut distinguer donc un axe qui relève plutôt de la linguistique descriptive et qui concerne tout particulièrement l'analyse du lexique. Hein, et en particulier donc l'analyse de la différence homme-animal telle qu'elle s'inscrit dans le lexique. Bien sûr aussi les connotations péjoratives associées aux noms d'animaux. Donc ce travail-là, on le verra, est en train de se faire en français, peut-être aussi dans d'autres langues. Et un des points évidemment tout à fait intéressants sera la comparaison entre les langues, la comparaison de la façon dont des langues différentes inscrivent cette distinction ou n'inscrivent pas cette distinction homme-animal et avec tous les enjeux culturels que cela suppose. Bien sûr, cette analyse peut être faite aussi bien d'un point de vue synchronique que d'un point de vue diachronique. Il y a ensuite un deuxième axe envisageable qui est l'axe qui oriente plutôt du côté de la sémiotique, un axe donc à la fois linguistique et sémiotique qui concerne les questions de communication entre animaux ou communication humain-animal. Je cite notamment cette question parce que c'est une question qui m'intéresse, mais c'est une question parmi d'autres, hein, celle du rôle de l'iconicité dans ce type de communication. Troisième grande perspective, la perspective rhétorique ou d'analyse de discours, avec en particulier l'opposition entre la rhétorique de l'activisme antispéciste et celle de l'activisme, je dirais, anti-antispéciste, pour ne pas dire spéciste, puisque le spécisme est quand même une construction de l'antispécisme. En particulier, on verra que l'euphémisme joue dans cet activisme spéciste ou anti-antispéciste un rôle important.
Il y a aussi les enjeux de la notion même de spécisme, hein, qui n'est pas si neutre, évidemment, que cela, qu'elle se donne parfois. Enfin, il y a divers axes critiques sur cette notion de spécisme. Le spécisme n'est pas forcément la meilleure manière de défendre la cause animale. C'est au moins une question qui se pose. Et puis, il y a également, c'est pour ma part comme ça que je suis entré dans cette question, l'analyse critique des analogies qui sont mises en œuvre, l'Holocauste animal par exemple, ou les parallélismes race, racisme, sexe, sexisme, espèce, spécisme, dont on sait qu'ils sont à l'origine du terme même de spécisme d'après son créateur. Ensuite, deux autres aspects, l'aspect stylistique très particulier, lorsque des auteurs tentent de reconstruire un point de vue animal, et enfin un point de vue métalinguistique autour de l'enjeu de la redéfinition de certains concepts qui sont bien entendu des concepts centraux de l'analyse linguistique, langue, langage, parole, discours, etc. La question étant non pas de redéfinir ces concepts d'une manière qui nous arrange, c'est-à-dire en disant que n'importe quel moyen de communication est une langue. La question est bien sûr de savoir quel est l'enjeu d'une éventuelle redéfinition. Est-ce qu'une définition de langue, langage intégrative, disons, est plus efficace qu'une définition qui maintiendrait une distinction homme-animal ou pas? Donc c'est vraiment c'est vraiment l'enjeu de cette redéfinition qui compte, et à mon avis, et pas tellement le fait de proposer ou pas une redéfinition. Bien, alors je terminerai simplement cette très rapide introduction en disant que on a proposé d'intituler cette table ronde aspect langagier contemporain de la cause animale et non pas par exemple de la question animale, pour justement éviter des débats plus moins stériles entre partisans, opposants, etc. Bon, donc pour essayer de sortir de cette rhétorique-là et donc pouvoir discuter des différents disons des différentes stratégies possibles du point de vue linguistique, et pour le formuler autrement, discuter de ce que la linguistique peut apporter donc à la cause animale. Alors, nous allons donc écouter dans l'ordre, je donnais tout à l'heure, enfin ma première diapositive indiquait l'ordre des participants. Donc je vais d'abord donner la parole à Catherine Kierbra-Oricchioni pour une dizaine de minutes, donc 10 minutes. Donc chaque participant parlera 10 minutes, sans qu'il y ait de discussion après les interventions. Et puis, quand tous les participants seront intervenus, nous passerons donc à la discussion. Alors, je donne donc tout d'abord la parole à Catherine Kierbra-Oricchioni. Merci beaucoup. Oui, alors, bon, puisqu'il me revient d'ouvrir le feu, donc je voudrais commencer par remercier très chaleureusement Philippe Monneret d'avoir organisé cette rencontre, qui est cela dans le cadre de l'ASL, ce qui a évidemment une valeur fortement symbolique, puisque ça consacre en quelque sorte la légitimité de la question animale comme objet d'étude des sciences du langage. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et évidemment, cela me ravit. Alors, comme il s'agit de préparer le terrain pour un colloque à venir, comme vous l'avez rappelé, moi, je vais simplement me contenter très rapidement de soulever un certain nombre de problèmes qui me paraissent centraux sur la question, mais je vais le faire à partir d'une expérience tout à fait personnelle, à savoir les difficultés que j'ai rencontrées au moment de choisir le titre de l'ouvrage que j'ai en chantier depuis déjà 2 ou 3 ans et qui enfin vient à son terme. Alors, ça m'a suscité un certain nombre d'atermoiements que je voudrais simplement mentionner ici, et cela en 3 temps. Parce que mon titre initial, c'était « Les animaux en langue et en discours » avec sous-titre « Essais de zoolinguistique ». C'est d'ailleurs celui qui apparaît encore là, dans le résumé pour cette table ronde. Je ne l'avais pas encore modifié, mais depuis, j'y ai renoncé. Alors, pourquoi? Alors, d'abord parce que dans mon entourage de non-linguistes, on me disait « Les animaux en langue et en discours, ça ne parle pas ».
évidemment, pour nous linguistes, ça nous parle au plus haut point, puisque l'opposition langue-discours, elle est fondamentale, la linguistique de la langue, linguistique des discours, langue-parole, etc. En fait, d'ailleurs, personnellement, je distingue plutôt 3 niveaux que 2. Le niveau micro, qui est celui du lexique, hein, les termes et les métatermes, les mots, les expressions, etc. Ça, je ne vais pas en parler personnellement parce qu'il se trouve que quasiment, oui, on peut dire tous les participants à cette table ronde, finalement, ont choisi d'aborder la question par ce biais-là, plus ou moins. Bon. Donc, le lexique, je ne vais pas en parler. Il y a le niveau intermédiaire, qui est celui des unités plus larges, que sont des séquences, et qui est celui où s'inscrivent les arguments, les procédés argumentatifs. Argumentation analogique, entre autres. Bon. Les procédés argumentatifs, évidemment, là, la linguistique, on est outillé en tant que linguiste pour les traiter. On peut penser à Christian Plantin, Marianne Bourri, etc. Tout en sachant, évidemment, que les arguments ne sont pas des objets purement linguistiques et qu'ils s'y mêlent toujours, enfin, qu'ils sont compromis toujours avec un certain nombre de valeurs. Comme le montre bien, par exemple, Jean-Claude Guérini, j'espère qu'il participera au colloque parce qu'il a fait des études très, très fines, en particulier sur le problème de la corrida. Bon. Il y a le niveau macro, enfin, qui est celui des discours, de l'analyse du discours, des grandes constructions discursives, hein, ce qu'on appelait autrefois des schématisations. Alors, personnellement, j'ai travaillé beaucoup à ce niveau-là. J'œuvre depuis longtemps à l'analyse du discours, et pour ce qui est de la question animale, j'ai essayé d'établir une espèce de cartographie, je peux dire ça comme ça, une cartographie des positionnements sur la question animale à partir d'un certain nombre de figures qui les incarnaient, à mon avis, de façon particulièrement représentative. Je n'ai pas précisé ça pour le moment. Bon. Mais le problème, c'est là que j'ai rencontré le problème, c'est que ces constructions discursives, bien sûr, ce sont des objets linguistiques, mais pas seulement. Leur description mobilise des outils linguistiques, mais pas seulement. Alors, sans arrêt, quand je travaillais sur cette question, j'étais sans arrêt en train de me demander, mais là, est-ce que je suis toujours en linguistique, ou est-ce que je suis déjà sortie, ou est-ce que, bon, voilà. Et finalement, la question que je me posais, c'est qu'est-ce qu'on peut appeler la zoolinguistique, c'est-à-dire cette branche de la linguistique que nous essayons ensemble de construire, quels sont ses contours et quelles sont exactement les contributions que notre discipline peut apporter aux études animales. Et là, j'avoue que j'y voyais de moins en moins clair, que j'étais vraiment très perplexe vis-à-vis de cette question. Alors là, je précise que c'est dommage qu'on n'ait pas eu avant la diapo que vous venez de nous présenter, là, parce que je la trouve vraiment très, très éclairante et elle met bien les choses au point à ce sujet. Toujours est-il que personnellement, plus j'avançais dans ma recherche et plus je m'apercevais que finalement, j'avais un peu abandonné souvent la casquette de linguiste pour faire toute autre chose et si bien que j'ai renoncé finalement à mon premier titre et j'ai renoncé à essayer de savoir ce qu'était exactement la zoolinguistique. Je laisse ça pour notre colloque à venir. Bon. Alors, j'étais toujours en quête d'un titre et comme ma recherche était de plus en plus transdisciplinaire, je me suis aperçue qu'en fait, la question qui servait de fil rouge à toute ma déambulation autour de cette question animale, c'était la question du spécisme. Alors, ça va faire dire, je pense, la question du spécisme. Alors, personnellement, je pense que cette notion de spécisme est absolument pertinente. Et même, je pense que l'apparition de ce néologisme, de ce terme, a été décisive, je pense vraiment, a été décisive pour faire émerger toute cette problématique de la question animale. Alors, évidemment, elle pose des problèmes, des problèmes de définition. Alors, je vais la regarder un peu partout. Hein, l'abécédaire de Corinne-Péluchon, l'article de l'Encyclopédia Universalis qui est fort bien fait, etc. Et je me suis aperçue qu'il y avait quand même une grande convergence des définitions autour de la notion de discrimination, tout simplement. Une attitude discriminatoire d'une espèce vis-à-vis de toutes les autres espèces. Alors évidemment, c'est une notion qui est tout à fait polymorphe, qui a des tas de facettes. Alors personnellement, je me suis employée justement à essayer de distinguer toutes sortes de facettes où était investie la question du spécisme. Alors je distingue le spécisme théologique, le spécisme philosophique,
le spécisme bon, linguistique, terminologique, etc., le spécisme méthodologique, par exemple dans les études d'éthologie, le spécisme affectif, je pourrais développer tout ça, mais je vais évidemment pas le faire, le spécisme éthique, le spécisme politique, le spécisme comportemental, etc. Donc, je pense vraiment que cette notion est extrêmement productive d'un point de vue descriptif. Alors après, évidemment, il y a tous les aspects normatifs, tous les aspects militants, c'est une autre affaire, évidemment, sur laquelle la linguistique en tant que telle n'a pas grand-chose à dire. Mais n'empêche que là, j'insiste pas, parce que je pense que ça sera au cœur de nos débats. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette notion de spécisme? À mon avis, on ne peut pas s'en passer, mais évidemment, elle a une vertu descriptive et elle est au départ polémique. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'elle implique une certaine condamnation, et un certain type d'engagement. Alors, moi, je ne distingue pas d'ailleurs spécisme, antispécisme, mais un système ternaire, spécisme, non-spécisme et antispécisme. Je ne sais pas s'il y a une catégorie complexe, on va dire catégorie positive, négative et neutre, catégorie complexe, je ne vois pas bien, mais enfin, on pourra en discuter, puisque vous êtes sémioticien, cette histoire de carré sémiotique, si ça s'applique à cette notion, mais peu importe, ce n'est pas au centre de la question. Toujours est-il que on m'a déconseillé de faire figurer ce terme dans le titre. Alors, je me suis inclinée, j'y ai renoncé, je me suis donc trouvée en panne de titre. Et j'étais évidemment bien dans l'embarras. Et finalement, comment est-ce que j'en suis sortie? Je crois que j'ai bientôt fini mon temps. Il faut que je dise comment j'en suis sortie et le troisième temps. Eh bien, je me suis sortie grâce à Tzvetan Todorov. Il se trouve que, il n'y a pas bien longtemps, j'étais avec des amis, on a évoqué la figure de grand sémioticien avec lequel j'étais amie. Et tout d'un coup, ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, mais mon Dieu, nous et les autres. J'ai pensé à ce très bel essai de Tzvetan Todorov. Alors, évidemment, dans son approche à lui, nous, c'est les membres de ma communauté sociale et culturelle, par opposition à ceux qui sont exclus de cette communauté. Et la problématique de Todorov, c'est comment est-ce qu'on peut en finir avec l'ethnocentrisme. L'ouvrage a 30 ans déjà, et il se trouve que 30 ans plus tard, il me semble qu'il est possible de déplacer, de transposer ce questionnement à un niveau plus large et de se demander comment il est possible d'en finir avec certains aspects, du moins les plus scandaleux, c'est-à-dire certains aspects de l'anthropocentrisme. Donc, mon nouveau titre, et qui est lui définitif, c'est « Nous et les autres animaux ». J'ajouterais pour terminer que j'ai mis en sous-titre quand même de la question animale à la cause animale, et c'est là encore un objet qui va prêter à débat entre nous, parce qu'il se trouve que ça correspond à mon itinéraire personnel. Quand j'ai commencé à travailler sur cette question il y a disons 3-4 ans, je n'avais pas d'idée préconçue, je n'avais pas de parti pris. Et c'est progressivement, en lisant des choses, en réfléchissant, que je me suis aperçue qu'il était impossible de ne pas prendre parti. Et c'est ça que décrit cette formule en forme d'itinéraire, de la question animale à la cause animale, parce que la cause animale, ça implique un certain engagement. Et je me suis aperçue d'ailleurs que mon expérience personnelle correspondait à un phénomène très général qui a été très bien décrit par Jérôme Michalon, à savoir le fait qu'effectivement, sur cet objet particulier, les interrogations débouchaient très souvent sur un engagement. C'est ce qu'il appelle, je crois, l'hybridation entre académie et militantisme. Alors ça, c'est une question évidemment qui sera sûrement aussi au cœur de nos débats et sur lesquels je vais terminer. En disant simplement que je suis très ravie de pouvoir enfin rencontrer toutes ces personnes qui participent à la table ronde, parce que toutes, elles ont beaucoup contribué à enrichir ma réflexion sur cette question au cours de la rédaction de mon ouvrage.
Merci beaucoup et merci d'avoir respecté scrupuleusement les 10 minutes de temps de parole. Donc, je ne ferai pas moi-même non plus de commentaires, hein, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'on passait sans débat pour l'instant d'une intervention à l'autre. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Astrid Guillaume. Alors, moi aussi, je vous remercie grandement, Philippe Monneret, de cette invitation. Je remercie également l'Association des sciences du langage pour ce sujet, hein, qui nous intéresse aujourd'hui et qui, personnellement, moi, me passionne depuis de nombreuses années. Alors, vous avez vu, j'ai mis par rapport au titre la cause animale, entre guillemets, parce que pour moi, effectivement, la cause relève du militantisme, pardon, et moi, je ne me considère pas justement comme une militante. Je me considère entre guillemets juste comme une scientifique et une représentante des sciences du langage qui s'étonne que l'animal ne soit pas présent au sein des sciences du langage, dont ça a généré un petit peu une frustration, je dois dire, et qui a permis de faire naître la Société française de zoosémiotique. Mais la citoyenne Astrid Guillaume peut avoir des engagements, mais la chercheuse essaie au contraire d'être la plus objective possible, la plus scientifique possible. Alors, vous allez me dire, elle est peut-être un peu schizophrène sur les bords. Non, non, il n'y a pas un dédoublement de personnalité. J'essaie vraiment d'être la plus objective possible lorsque je parle du sujet. Et donc, l'introduction de l'animal ou des animaux dans la linguistique, pour moi, c'est pas une cause. J'entre pas dans le débat spéciste, antispéciste. Moi, je parle d'humanimalisme, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Cependant, je suis effectivement membre du comité scientifique de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Et pour moi, c'est très important parce que justement, être éthique en sciences, c'est introduire tous les sujets d'études possibles et imaginables. Et l'animal fait partie aussi d'un sujet possible en sciences du langage. Donc, vous connaissez bien la maxime « au commencement était le verbe ». C'est là que, pour moi, la rupture entre religion et science s'opère, parce que, justement, à mon sens, au commencement était le sens, au commencement était l'essence. Et la question qui se pose ici, c'est comment comprendre, analyser et qualifier ce qui génère du sens. Donc, mon sujet d'HDR, c'était la transférabilité du sens. Je travaillais sur la plasticité, l'élasticité, l'hybridité sémantique, et jusqu'où, justement, le sens est élastique. Donc, sur ce plan, j'en ai beaucoup parlé dans mon dernier ouvrage co-dirigé avec Lia Kurzweste, Faire sens, faire science, c'est-à-dire comment les sciences humaines peuvent justement avoir de nouvelles grilles théoriques. C'est la théorie aussi qui m'apporte ici, la théorisation, pour mieux comprendre les nouveaux faits de société. Et les animaux en font partie finalement, et je m'étonne qu'ils aient été aussi absents. Enfin, je m'en étonne qu'en partie, parce qu'effectivement, il y a quand même eu des définitions qui les ont exclus des sciences du langage. Donc, pour les faire entrer dans les sciences du langage et la linguistique humaine, il faut, à mon sens, partir de la sémantique, d'abord, donc le sens, et de la sémiotique, les signes. Et dans les signes, je mets aussi bien tout ce qui est corporel, olfactif, auditif, symbolique, iconique, et puis, ce dont je vais parler après, donc la zooterminologie. Donc, la zoosémiotique va regrouper plusieurs axes de recherche dont je parlerai tout à l'heure. Elle s'entend en tant que sujet de recherche en soi, c'est-à-dire de théorisation, mais également en tant qu'axe de recherche transversale, pluridisciplinaire, qui réunit toute une ribambelle de chercheurs. La zoosémiotique génère, à mon sens, la zoolinguistique, qui implique une zooterminologie, une zoolexicologie, pour bien comprendre la zoosémiotraductologie, puisque moi, à la base, je suis traductologue et j'ai beaucoup travaillé en sémiotraductologie, c'est-à-dire comment traduire les différentes sphères implicites dans un processus de transfert sémantique. Et quand on applique cette approche à au monde animalier, ça devient justement de la zoosémiotraductologie. Et là, on entre vraiment au cœur de notre problématique. Alors, pour moi, il n'y a pas de militantisme derrière tout cela, ni de spécisme, ni d'antispécisme. Il y a des frontières très poreuses entre les différentes espèces.
tout le monde, enfin tous les animaux, les humains étant également des animaux. Donc, évidemment, en tant que linguiste diachronicienne, spécialiste du Moyen-Âge à la base et sémioticienne, moi, je suis très, très proche de Umberto Eco et je ne vous cache pas qu'il m'a beaucoup influencée depuis très, très longtemps et que c'est par lui que je suis arrivée là, bien plus que par Seebock ou bien plus que par Peirce, mais c'est vraiment Umberto Eco qui… en me sensibilisant aux différentes formes de silence, m'a fait comprendre que le silence était beaucoup plus parlant finalement que le verbe ou que l'oralité. Et c'est dans ce sens que j'en suis, je dirais, arrivée à me spécialiser aujourd'hui, non seulement en sémiotique depuis très longtemps, mais aujourd'hui en sémiotique appliquée aux animaux, ce que l'on appelle la zoosémiotique. Et donc, je pense que par ce biais, la zoosémiotique peut travailler sur tous les champs des sciences du langage appliquées habituellement aux humains. Donc, j'ose la notion de zoophonétique, de zoophraséologie, de zoolexicologie, de zooterminologie, de zoosémantique, de zoodialectologie et de zooplurilinguisme, puisque ceux qui me connaissent, ceux et celles qui me connaissent savent que j'ai vice-présidé, cofondé l'Observatoire européen du plurilinguisme. Alors, non pas qu'il faille traduire tous les mots dans toutes les langues qui concernent les animaux, ça c'est une évidence, mais de s'interroger sur est-ce que les animaux sont eux-mêmes bilingues ou plurilingues. Alors là, je vais en choquer plus d'un, mais je risque l'affaire et je vais vous en parler sans doute l'année prochaine lors du colloque. Là, c'est juste un avant-goût de ce qui vous attend. Et donc, pourquoi je parle de cela? Parce que ma motivation est née de rencontres avec des biologistes, avec des éthologues, en particulier toute l'équipe de Michel Kreutzer à Nanterre, et ils m'ont énormément sensibilisée à leur manière de parler, et j'ai remarqué qu'ils utilisaient des mots comme vocable, lexique, phonétique, dialecte, et je me suis dit, mais alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces mots que je connais, mais pour les sphères humaines? Et donc, bon, ma promiscuité avec eux a fait que j'en suis arrivée là. Alors, bien sûr, on a beaucoup utilisé le mot cri, le mot hurlement pour parler des animaux, et c'est tellement pauvre parce que, en tant que médiéviste de formation, on sait très bien que nommer les choses, c'est les faire exister. Et il y a beaucoup de primatologues qui parlent de syntaxe, qui parlent de mots, qui parlent de lexique pour, bien sûr, les primates qui sont assez bavards, mais également, il y a des spécialistes qui parlent pour les chiens de prairie, qui parlent de langage de 100 mots. Alors après, qu'est-ce qu'on met derrière le mot langage? Tout ça n'est qu'une affaire de définition. Donc, je travaille un peu aussi sur les définitions, sur la terminologie, entre autres avec la DGLFLF, puisque la DGLFLF a eu l'ouverture d'esprit d'introduire la notion de culture au sein du ministère de la Culture, culture animalière, ce qui m'a beaucoup réjoui, et donc m'a permis d'ouvrir une commission qui s'appelle Culture et comportement animalier pour redéfinir des mots. Alors, j'ai dirigé donc la première thèse de zoosémiotique en France, des signes pour le dire, étude sémiotique des émotions complexes animales de Pauline Delahaye, qui a beaucoup souffert d'ailleurs de travailler sur ce sujet, mais qui a publié cette thèse au PUR, et puis aussi une autre approche en anglais chez Springer, tout cela en 2019, donc qui est une thèse remarquable et qui a été justement au sein de son jury, il y avait aussi bien des vétérinaires que Georges Chapoutier, qui est neurobiologiste, que des sémioticiens, justement. Donc, en fait, pour parler de ce que l'on appellerait le langage animalier, il faut vraiment être pluridisciplinaire, ou en tout cas avoir une équipe pluridisciplinaire à ses côtés. Et la Société française de zoosémiotique, que j'ai cofondée avec Carlos Pereira à la base, mais qui est maintenant sous ma direction, sous ma présidence, avec Georges Chapoutier comme vice-président, réunit une équipe pluridisciplinaire autour de différents axes que je vous précise ici. Donc, 5 axes de recherche qui étudient aussi bien les langages interspécifiques, intraspécifiques, métaspécifiques, les sémiotiques des cultures animales non humaines, les sémiotiques, je l'ai mis au singulier, mais j'aurais dû tout mettre au pluriel, des cultures animales humaines et non humaines. Donc, en fait, on a non seulement un axe purement, entre guillemets, dans le bon sens du terme pur, qui serait vraiment sémiotique, et puis un axe qui est vraiment transversal, qui réunit toutes les disciplines académiques.
Donc, en fait, notre problématique, et en particulier la mienne, c'est la question aussi du comment dire. Donc, que comportent les définitions? Qu'est-ce qu'elles disent? Comment qualifier les émotions et émissions sonores, les comportements des animaux? Et comment traduire les zoolangages? Alors, je risque aussi le mot zoolangage. Donc, traduire au sens non pas forcément que traduire dans toutes les langues, mais comment traduire dans le sens de comprendre. Et traduire, c'est aussi transférer, comprendre et transférer. Donc, ce qui est très intéressant pour notre problématique, c'est d'un côté les langues, de l'autre les émotions, parce que les émotions, c'est aussi du langage. Donc, c'est d'un côté les langages animaliers ou zoolangages, et de l'autre les sentiences animalières. C'est pour moi les notions claires et clés de la problématique zoosémiotique en tout cas. Donc, si vous regardez le Larousse 2020 en ligne, je suis assez contente qu'il ait ajouté langage animal, parce que bon, on a le langage des fleurs, le langage gestuel, etc. Et ce sont des langages qui sont le langage administratif, qui sont des langages, je dirais, un petit peu imagés. Mais là, on est sur du, effectivement, langage animal, avec comme définition tout système structuré de signes non verbaux remplissant une fonction de communication. D'accord. Donc, effectivement, avec une définition comme celle-ci, on peut assez bien l'appliquer aux différentes formes de communication des animaux. Et puis, je suis très contente d'avoir vu l'introduction dans le Larousse 2020 du mot sentience. Le mot sentience qui est d'ailleurs aussi sur la couverture. Donc, pour un être vivant, capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie. Donc, c'est enfin, je dirais, reconnaître ce que les éthologues reconnaissent depuis déjà une bonne trentaine d'années, si ce n'est plus, c'est que les animaux expriment des émotions, ressentent des émotions. Donc, en fait, quand on travaille avec les sciences du vivant, on se rend bien compte que les scientifiques du vivant, les biologistes, les éthologues sont fort en avance sur ces questions et que finalement, les SHS et en particulier les sciences du langage ont pris un peu de retard sur ce sujet et je pense que nous pouvons nous positionner. Donc, en fait, bien sûr, il faut traduire tout cela. Moi, j'ai un petit peu parlé de la question sur sentience, mais il y a effectivement beaucoup de nouveaux mots, antispécisme, vous en parlez, anthropocentrisme, désanthropisation, les welfaristes, le spécisme, et ce, dans toutes les langues. Donc là, je vous présente un petit inventaire de la langue allemande, mais ça pourrait être d'autres langues, ça existe aussi, je fais un article là-dessus. Donc, en fait, ces travaux de recherche permettent de travailler sur la notion de zoolangage et pour moi, c'est tout transfert de sens, tout simplement. Ce qui est transfert de sémantique me paraît être déjà du langage et reconnaître des animaux comme individus avec des caractères, des personnalités et puis finalement des personnalités intelligentes qui communiquent entre elles et avec nous. Donc là, ça implique effectivement de définir les termes, ce que nous avons commencé à faire, et puis de les utiliser à bon escient. Donc, je renvoie à mes travaux, Faire sens, faire science, aux travaux de ma thésarde, ex-thésarde, des signes pour le dire, Pauline Delahaye, et puis la naissance de la collection zoosémiotique, qui sort son premier livre, L'ours polaire et le droit, Signaux d'alerte. Donc là, avec un juriste dont j'ai écrit la préface, et la collection zoosémiotique, elle va s'intéresser à mettre le curseur sur les animaux, quelle que soit la discipline. Mais bien sûr, il y aura aussi des théorisations des linguistes, elles seront tout à fait bienvenues. Donc voilà, je crois que j'ai respecté mes 10 minutes, je ne veux pas aller au-delà, mais un petit aperçu de ce qui m'intéresse actuellement. Voilà. Merci beaucoup. Oui, vous avez bien respecté votre temps de parole. Alors, donc après Astrid Guillaume, nous avons terminé avec les deux interventions qui étaient les plus linguistiques, si j'ose dire, bien que Astrid Guillaume, vous l'avez vu, oriente sa réflexion beaucoup plus du côté, enfin plus largement, disons, autour de la sémiotique. Et dans l'organisation de cette table ronde, nous avions choisi de réserver la parole d'abord à ce qui est le plus central pour la discipline des sciences du langage, donc les linguistes et sémioticiens, et ensuite donc de proposer les interventions des universitaires au-delà de la linguistique, donc en philosophie, biologie, histoire. Et nous allons commencer donc par Florence Burgat, qui est philosophe et dont les travaux sur la question animale sont très connus.
Alors, on va continuer donc après Florence Burgat avec Marie-Claude Marsollier, qui elle est plutôt du côté de la biologie et à qui je vais donc donner maintenant la parole. Merci. Donc d'abord, merci à Philippe Monneret, effectivement, de m'avoir permis de participer à cette table ronde sur un sujet qui me passionne. Donc moi, je me suis intéressée, donc je suis biologiste, mais j'ai un fort intérêt dans le langage depuis longtemps, et je me suis intéressée à la façon dont le français courant représente les animaux non humains, et en particulier, et bon, donc assez rapidement, on voit le genre de violence symbolique que notre langage inflige aux autres animaux. Et ces violences symboliques, je pense que, enfin, comme ça a déjà été dit, je pense qu'elles sont essentielles parce qu'elles participent à la légitimation des violences physiques dont les animaux non humains sont victimes. Donc, plus précisément, je ne vais pas parler de discours, mais je vais parler des violences symboliques, on pourrait dire ordinaires, qui sont incorporées dans le lexique français, dit courant, et dont des expressions comme un caractère de cochon ou une vacherie peuvent donner des exemples simples. Alors, je me suis appuyée pour ce travail donc, que j'ai publié il y a quelques mois au PUF. Je me suis appuyée sur le corpus de 2 dictionnaires, dont le Larousse et puis le Trésor de la langue française informatisée, qui est un dictionnaire qui a été réalisé par une équipe du CNRS et donc qui est, je pense, particulièrement pertinent pour notre propos. Donc, l'usage, mon point est que l'usage de la langue française tel qu'il est recommandé par les dictionnaires exerce au moins 3 types de violences symboliques envers les animaux non humains. Donc d'abord, l'institution d'une opposition radicale entre les humains et les non humains. Ensuite, la dévalorisation des animaux non humains. Et puis finalement, donc il en a été question par Florence, entre autres, l'occultation des souffrances qui leur sont infligées par les humains. Donc, on commence par les dispositifs linguistiques d'opposition entre les humains et les non-humains, qui sont légion. Le plus apparent de ces dispositifs, c'est l'existence de formes simples et non de périphrases pour désigner les animaux non humains en bloc, de la chenille au gorille. Donc, il s'agit du terme bête et de l'acception courante du terme animal. Donc, je parle ici d'animal dans son sens courant, puisque dans un sens scientifique, animal désigne tous les métazoaires dont les humains font partie. Donc, bête et animal, au sens d'animal non humain, ne sont pas des catégories rationnelles, définies positivement au moyen de caractères spécifiques partagés par leurs membres. Ce sont des catégories négatives, des catégories d'exclusion, qui ultimement ne font référence qu'aux humains, puisque le critère d'appartenance est d'être n'importe quel animal, mais non humain. Donc, bête et animal au sens d'animal non humain sont donc particulièrement violents parce qu'ils désignent en fait une catégorie sociale, c'est celle des êtres sensibles les plus exploités, celle des êtres qu'on pourrait dire tuables, parce qu'on peut les tuer soit légalement, soit même illégalement, mais sans encourir de sanctions significatives, ou si peu. Donc notre langue consacre encore l'opposition entre les humains et les autres animaux par le fait de réserver aux humains certains termes, comme personne, quelqu'un, autrui ou victime. Donc un animal non humain n'est pas une personne, d'après les dictionnaires. Il ne peut pas non plus être désigné par le terme quelqu'un. Et cette restriction arbitraire implique que tous les animaux non humains sont dépourvus de caractéristiques positives qui sont fortement associées à personne et quelqu'un, caractéristiques telles que l'individualité, la personnalité, les relations affectives, l'intelligence, etc. La distinction des humains est aussi marquée dans notre langage par l'usage de termes différents chez les humains et chez d'autres animaux pour désigner des parties du corps ou des processus biologiques pourtant semblables et homologues. C'est ce dont Florence parlait en citant Schopenhauer au début de sa présentation. Ainsi, le visage ou la figure ne sont pas des attributs que notre langage accorde à d'autres animaux que nous. Et on peut noter par exemple que les mammifères non humaines peuvent être gravides ou pleines et mettre bas, mais que seules les femmes peuvent être dites enceintes et accoucher au terme de leur grossesse. Enfin, le terme des émotions et de la cognition est celui dans lequel notre langage inscrit le plus fortement la fracture entre les humains et les autres animaux, d'après les recommandations des dictionnaires. Les termes correspondants comme amitié, tristesse, peur, intelligence, par exemple, sont soit entièrement réservés aux humains,
soit de façon plus subtile, peuvent être utilisés pour les animaux en général, mais présentent différentes acceptions dont certaines sont strictement limitées aux humains. Donc un cas exemplaire est celui de sexualité, donc que le Trésor de la langue française informatisé du CNRS définit pour les organismes vivants en général comme l'ensemble des mécanismes physiologiques qui concourent à la reproduction de l'espèce. Donc sexualité est ici synonyme de reproduction. Mais ce dictionnaire va réserver aux humains l'acception spécialisée avec une composante psychique cruciale d'ensemble des tendances et des activités, généralement accompagnées d'un échange psycho-affectif, qui recherche le plaisir charnel, l'accomplissement global de la personnalité. Donc, après ces dispositifs linguistiques de ségrégation, voyons les mécanismes de dévalorisation des animaux non humains. Beaucoup de gens ont noté évidemment l'extrême polarisation axiologique des termes humain et animal, ou bête, alors qu'humanité est synonyme de bonté, de bienveillance, de compassion, de générosité. Animalité et bestialité sont synonymes de cruauté, de dépravation, d'abrutissement. Ces caractéristiques négatives générales se retrouvent de façon particulière dans les métaphores et les expressions lexicalisées qui s'attachent à nombre d'espèces et présentent les animaux non humains comme des êtres essentiellement sans valeur ni individualité, stupides et malfaisants, sales et obscènes. Les exemples sont abondants. Par exemple, bête en tant qu'adjectif signifie stupide. Par ailleurs, comme le terme animal lui-même, de très nombreux noms d'espèces sont des insultes. Une poule mouillée, une vache, un chacal, un porc, une chienne, une morue. On peut aussi constater que presque tous les termes qui s'appliquent en premier lieu à des animaux non humains se colorent d'une connotation presque toujours péjorative lorsque ces termes sont étendus aux humains. On pense par exemple aux expressions « bas les pattes » ou « ferme ta gueule ». Un troisième type de violence symbolique qui est exercé par notre langue correspond au dispositif d'euphémisation et d'occultation des violences physiques que nous infligeons aux autres animaux. La violence des procédés de mise à mort, par exemple, est dissimulée sous des termes techniques comme prélèvement pour des animaux qui sont tués en milieu naturel, comme gestion des collections pour les animaux tués dans les parcs zoologiques, comme par euthanasie pour la mise à mort d'animaux en pleine santé. Sont aussi utilisés des termes généraux et polysémiques comme abattage et des mots à contresens, comme en a parlé également Florence, bien-être pour désigner la souffrance des élevages intensifs, les soins, par exemple au porcelet pour désigner des mutilations comme la castration, la codectomie, etc. Donc, il est clair que l'usage irréfléchi de notre langage conduit à ces violences symboliques ordinaires qui sont largement inconscientes mais qui ne peuvent que conforter implicitement les humains à exploiter les autres animaux, puisqu'ils sont représentés comme des êtres vivants très différents des humains, sans personnalité ni valeur intrinsèque, stupides et méchants, et finalement pas si maltraités que cela. Cette misotérie, c'est-à-dire cette haine ou mépris envers les animaux non humains, est évidemment irrationnelle. Heureusement, notre perception des autres animaux évolue positivement, sous l'effet notamment d'études en éthologie qui mettent en évidence les ressemblances entre leurs capacités émotionnelles et cognitives et les nôtres. Une évolution de notre langage, puisqu'il va être question de voir en quoi la linguistique pourrait éventuellement aider la cause animale. Eh bien, je pense qu'une évolution de notre langage est évidemment souhaitable pour intégrer ces avancées éthologiques, entre autres, et pour accompagner, voire favoriser une prise de conscience et un changement de comportement envers eux. Dans cette perspective, on peut avancer quelques recommandations qui promeuvent l'arrêt de ces violences symboliques par un usage plus critique et plus rationnel de notre langue. Bon, on peut penser évidemment à éviter ces expressions et métaphores dont les sous-entendus sont à la fois dépréciatifs et absurdes, balance ton porc, une cervelle de moineau, une langue de vipère, etc. On pourrait aussi penser à réserver, à utiliser le terme animal uniquement dans son acception scientifique, incluant les humains, ce qui réduirait, à mon sens, à la fois la ségrégation entre humains et non-humains et les connotations péjoratives de violence ou de dépravation attachées au terme animal. Pour des traits homologues et des états mentaux qui correspondent à des comportements semblables à ceux des humains, on peut recommander pour d'autres animaux l'usage de termes aujourd'hui largement réservés aux humains, d'après les dictionnaires, des termes tels que bouche, visage,
rire, accoucher ou encore amour, tristesse, peur, intention, etc. Enfin, donc, Astrid en a parlé, de multiples études ont mis en évidence chez de nombreuses espèces les caractéristiques psychiques que nous associons à la notion de personne. Il s'agit notamment de processus cognitifs et émotionnels complexes, de particularités comme des désirs et des craintes, des préférences ou des aversions, des traits de caractère variables d'un individu à l'autre, mais aussi stables chez un individu donné que chez les humains. Ces traits de caractère s'étendent des préférences sexuelles aux aptitudes cognitives, en passant par la propension à l'agressivité, au jeu, à la curiosité. Ces caractéristiques définissent autant de personnalités non humaines dont on a montré qu'elles se reconnaissent mutuellement et s'insèrent de façon singulière dans des réseaux de relations sociales. On peut donc considérer que nombre d'animaux non humains, en particulier les vertébrés et les céphalopodes, peuvent légitimement être désignés comme des personnes et encourager l'usage de ce terme à leur propos. Voilà, c'était l'essentiel de ma présentation, avec donc ce double aspect à la fois de constat des violences symboliques dans notre langage et quelques recommandations pour essayer de faire évoluer notre langue et avec elle, probablement, espérons-le, notre comportement. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Bon, eh bien, écoutez, nos collègues linguistes qui font partie de cette table ronde auront sans doute des choses à dire sur cette réforme souhaitée des usages. Mais avant d'en venir à la discussion, je vais donc donner la parole au dernier intervenant, au dernier participant de cette table ronde, Jérôme Segal. Bon, ben, merci à mon tour pour cette invitation. Je suis très content que ceci ait pu avoir lieu. Je crois que ça remonte à un échange de mails qu'on avait eu à propos d'une de vos conférences, cher Philippe. Donc, je suis content qu'on en vienne à cette table ronde. Mon point de vue va être d'essayer d'impliquer les collègues linguistes pour tirer profit de leurs connaissances à partir d'une approche qui est sans doute un peu naïve de mon côté. À partir d'une petite anecdote, c'était en décembre dernier, j'ai écouté la radio sur français Zofni, je ne sais pas si vous connaissez, avec un F. C'était un journaliste qui racontait, c'est devenu presque inévitable dans les courses à la voile comme le Vendée Globe, un choc avec un OVNI, un objet flottant non identifié. Dans bien des cas, l'OVNI est en réalité un cétacé, car percuter un animal marin est un dommage pour l'environnement. Et le journaliste d'ajouter, c'est aussi un danger pour le skipper et son bateau. Il y a 4 ans, lors du précédent Vendée Globe, Quito de Pavant avait croisé la route d'un cachalot. Résultat, la quille de son bateau avait été arrachée et le skipper Hérotet avait dû être évacué par un bâtiment de la Marine nationale. Donc, quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé que c'était un bel exemple d'occultation parce que, en général, le cachalot, il meurt, et ce sont des animaux qui sont hémophiles et quand ils sont blessés, ils perdent leur sang et ils décèdent. Et partant de là, il y a juste 3 points que je souhaitais partager avec vous. Le premier, et je vais reprendre sur ce qu'a dit, sur des éléments qui ont été avancés par Astrid Guillaume. Je pense que c'est important de s'intéresser sur la place du chercheur ou de la chercheuse, bien sûr. Deuxièmement, très rapidement, parce que ça a été beaucoup mieux fait dans les 2 précédentes interventions, tout ce qui est occultation, euphémisation et mépris. Et ensuite, se poser la question si, en tant que chercheur en sciences humaines et dans une approche un peu sociologique, on a affaire à des traces d'une lutte pour une hégémonie culturelle. Alors, la place du chercheur, c'est tout à fait d'actualité. Je pense que toutes et tous, on a suivi cette polémique à propos de Frédérique Vidal, donc notre ministre de tutelle, qui expliquait qu'elle allait charger le CNRS de faire une étude sur l'islamo-gauchisme à l'université pour contrôler les chercheurs. Très concrètement, elle appelle à ce qu'une enquête soit menée pour distinguer ce qui relève de la recherche académique et ce qui relève du militantisme et de l'opinion. Et ceci pose pour moi la question de la neutralité axiologique, c'est-à-dire que, et là je suis un petit peu en décalage par rapport à ce que disait Astrid Guillaume au début, je pense pas qu'on puisse prétendre à une objectivité, mais au contraire, je pense qu'il est nécessaire de se présenter avec nos caractéristiques qui sont forcément personnelles. Et c'est ce que je regrette dans beaucoup d'ouvrages qui traitent de la cause animale.
J'en citerai juste 3 qui sont assez récents. 3 utopies contemporaines de Francis Wolff. Donc, une de ces utopies, c'est les antispécistes. La lettre ouverte aux mangeurs de viande qui souhaitent le rester sans culpabiliser, de Paul Ariès, ou bien plus récemment d'Ariane Nicolas, l'imposture antispéciste. Tous ces auteurs ne prennent pas le soin de se situer par rapport à leur objet, et je pense que c'est tout à fait nécessaire. Dans mon livre Animal radical, qui relève un peu de la sociologie et de l'analyse du discours, je m'intéresse à la rhétorique de l'activisme antispéciste, donc c'est un des axes qui ont été mentionnés en introduction. Et je le fais en me présentant comme personne qui est devenue végane, qui est par ailleurs engagée, etc. Et je pense que c'est plutôt une certaine honnêteté intellectuelle. C'est un peu ce qu'on voit dans ce qui se passait dans les grandes assemblées générales dans mai 68. C'était dis-nous d'où tu parles pour mieux comprendre l'objet des propos. Donc, je pense qu'il faut essayer de comprendre les enjeux sans forcément porter de jugement de valeur, mais en s'identifiant et laisser le lecteur, la lectrice les respecter pour qu'il ou elle chemine à son gré dans une démarche un peu maïeutique. Et c'est ce que je fais dans mon prochain livre qui sort en mai, ou c'est du moins ce que j'essaye de faire. Donc, ça s'appelle 10 questions sur l'antispécisme, et justement comprendre la cause animale. Et ça sort en mai chez Libertalia. Alors, la deuxième partie de mon propos, là, je vais être très rapide, c'est l'occultation, l'euphémisation et le mépris. Et par rapport au titre que j'ai proposé pour ma petite intervention, c'est évidemment la référence au LPI de Klemperer et cette idée qu'on repère des expressions isolées, des tournures, des formes syntaxiques qui s'imposaient à des millions d'exemplaires et qui furent adoptées de façon mécanique et inconsciente. Et c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire lorsqu'on fait l'analyse du discours, de voir quelles sont les conséquences des termes qui sont utilisés. Alors, les occultations, ben, c'est quand on parle de cuir, de steak, les ovnis, le dépeuplement actuellement avec la grippe aviaire, dans les élevages, on procède à un dépeuplement, c'est-à-dire qu'en fait, on tue des canards en général. Les euphémismes, ben, là encore, on en a déjà parlé, donc je vais pas trop insister là-dessus. Juste aussi une anecdote, c'est que cet été, j'étais dans la famille de quelqu'un qui m'est proche et cette personne avait élevé des poules, et elle avait des poulets plutôt, et elle avait ce qu'elle appelait le laboratoire, et le laboratoire en fait c'était le lieu où les animaux étaient tués, mais comme c'était l'endroit où il y avait une certaine hygiène respectée, ça s'appelait le laboratoire et pas la tuerie ou l'endroit où on tue. Donc voilà, les exemples et tout ça est très bien analysé par Marie-Claude Marcelier qu'on vient d'entendre. Autre anecdote aussi, j'ai pris le taxi la semaine dernière et le chauffeur du taxi me racontait qu'on parlait un petit peu d'alimentation, de la cause animale, et il me disait que son voisin était chasseur et que dans le bois il y avait du chevreuil. Et donc je me suis un peu interrogé sur cet emploi du partitif du chevreuil. Donc c'est évidemment nié. On est loin de voir le chevreuil comme une personne, puisqu'on parle du chevreuil comme du riz, du blé. Les parallèles historiques aussi apparaissent dans l'utilisation de la langue. Il y avait les nigger breakers qui voulaient casser les esclaves pour les rendre dociles. On a la même chose avec les chevaux dans les tables de débourrage. On parle aussi du gazage des cochons au monoxyde de carbone. Donc, ce sont des mots évidemment qui sont forcément qui évoquent des parallèles historiques, des mots qui sont chargés. Et puis, dernière partie de ma petite intervention que je conçois vraiment comme des espèces d'input pour une discussion à venir, se poser la question de savoir si on trouve des traces d'une lutte pour l'hégémonie culturelle. Et sur ce site que vous connaissez sûrement, les mots sont importants. J'ai trouvé un très beau texte qui s'appelle « Le problème avec les porcs, retour sur une polémique entre antiraciste et antispéciste » par Karim Guiberdoni, qui pose la question du tollé qu'a suscité l'intervention de quelques antispécistes lorsqu'ils ont dit « oui, balance ton porc, c'est pas terrible parce que c'est pas bien de parler comme ça des porcs », ou bien au moment de Black Lives Matter, ceux qui présentaient des têtes de porc aux policiers. Il écrit le langage à ceci d'insidieux qui fabrique le consentement à l'ordre établi en invisibilisant la réalité de l'oppression et en infériorisant les individus qui en souffrent, ce qui empêche les dominantes et dominés de penser une alternative émancipatrice
comme l'ont déjà beaucoup souligné les analyses antispécistes, féministes et antiracistes. Comme Astrid Guillaume l'a dit, donc, sentience et antispécisme sont dans le Larousse. On peut aussi penser à d'autres mots qui ne sont pas dans le dictionnaire, comme la menthaphobie. La menthaphobie, c'est tout ce qui permet de nier les capacités mentales des animaux non humains. Un autre terme qui, à mes yeux, est essentiel, c'est le carnisme, introduit par Mélanie Joy. C'est cette idéologie qu'il est nécessaire de consommer de la viande, notamment pour les hommes, sous-entendu ici les mâles, pour affirmer leur virilité. Et puis, parmi les participants, on est plusieurs à avoir signé cette tribune dans Libération il y a quelques semaines sur l'importance du choix des mots pour parler de la viande de culture. Voilà, il y en a qui disent c'est les Frankenburger, la viande cellulaire, la viande de laboratoire, etc. Et en fait, on voit évidemment que l'emploi des mots a des sous-entendus très importants sur la valeur qu'on peut attribuer ou pas, l'intérêt ou pas de ces évolutions scientifiques. Un point aussi, même si c'est pas central pour les linguistes, sur les enjeux économiques. Dans la cause animale, donc cette opposition entre les spécistes et les antispécistes, il y en a qui ont un lobby énorme, le lobby de l'agroalimentaire. En 2017, la Cour de justice européenne a déjà interdit les expressions lait de soja, fromage végétal, beurre végétal, etc. Ce qui est un peu étonnant parce qu'il y a des expressions traditionnelles comme lait de coco, crème de marron, beurre de cacahuètes qui restent autorisées. Et puis, il y a une nouvelle étape, c'est assez récent, c'est un mois. Le lobby donc agroalimentaire vise à interdire les emballages qui rappellent le lait ou qui rappellent les yaourts. Donc, si jamais cet amendement passe, les boissons végétales, parce qu'on n'a plus le droit de dire lait, ne pourront plus être présentées sous la forme de briques semblables aux boissons en briques qu'on trouve pour le lait. Même chose pour les pots de yaourt. Voilà. Ce qui m'intéresse, moi, en tant que sociologue amateur, dans le livre Animal Radical, j'ai fait une trentaine d'entretiens avec des militants de différentes organisations, et notamment de Bouche à Abolition. Et ce que je trouve intéressant, ou du moins ce que je propose comme objet d'étude pour les linguistes, c'est cette volonté qu'ont certains militants d'établir un nouveau lexique, donc avec une pluie de néologismes. Si vous regardez sur le site de Bouche à Abolition, c'est assez important, c'est ce que j'ai mis en jaune, que j'ai surligné ici. Et puis cette volonté de faire apparaître ce qu'ils appellent donc la zooppression, donc l'oppression envers les animaux non humains, dans la langue pour la faire disparaître. Donc c'est vraiment une idée d'utiliser la langue. Donc à la place de l'élevage, ils expliquent qu'on ne peut pas dire le même mot élever, le même verbe pour élever des enfants ou bien pratiquer l'élevage. Donc pour eux, c'est une extermination, un esclavage, parce qu'on fait naître pour mettre en esclavage, on fait naître pour exterminer. Ils parlent de zoolocauste, donc là évidemment c'est le parallèle avec la destruction systématique du peuple juif à la Seconde Guerre mondiale. Permazoolocauste pour dire qu'il est permanent. Et Solveig Alloin, qui est la figure de proue de ce mouvement, Boucherie Abolition, précise « Toute lutte de justice introduit un vocabulaire qui fait émerger la violence dans le champ de la conscience et toute lutte de justice nomme également l'oppresseur. » Donc, pour elle, les animaux, c'est l'ensemble des zoonimaux et des humanimaux, donc une espèce de parallèle entre les humains et les animaux non humains. Et elle a proposé un contre-dictionnaire femelliste. Et donc là encore, il y a cette volonté aussi de s'attaquer au patriarcat, ce qu'elle appelle l'androcratie, en gros l'homme. Maintenant, par rapport à cette volonté d'introduire cette pluie des néologismes, je pense qu'il faut discuter du problème de la réceptivité, c'est-à-dire que le discours mené par Boucherie Abolition est inaudible. Dans la trentaine d'entretiens que j'ai faits, tous les militants qui ne sont pas dans Boucherie Abolition critiquent fermement cette association parce que c'est un discours qui est inaudible pour les Français et que sur le reste de la population. Un cas intéressant, c'est lorsqu'il y a eu ce mouvement pour introduire des lundis sans viande dans les cantines scolaires ou même dans les entreprises. Les gens de Boucherie Abolition et quelques autres ont dit oui, et c'est ça, et vous voulez aussi qu'on ait un lundi sans viol.
la viande est une abomination, comme le viol, il faut l'interdire, on va pas faire un lundi sans viande. Et la question que ça pose, c'est celle de la capacité qu'a la société à entendre le discours, c'est-à-dire que le viol est condamné par, je pense, 99 et quelques % de la société française, alors que la consommation de viande, évidemment, ne l'est pas du tout, et c'est pour ça qu'un lundi sans viande serait déjà une première étape. Et on peut s'intéresser à la trajectoire militante de Ronnie Lee. Ronnie Lee est le fondateur dans les années 60 du Front de libération animale en Grande-Bretagne. Il a fait une dizaine d'années de prison pour différents actes pour lesquels il était condamné. Et aujourd'hui, il fait vraiment de la sensibilisation au véganisme, des méthodes tout à fait légales. Et je pense que cette trajectoire est intéressante et montre un petit peu l'impasse dans laquelle Bouche pas Abolition s'est engagée. Et en fait, c'est lié sans doute à une impuissance. Et je rappellerai ces propos de Jean Jaurès. Quand les hommes ne peuvent plus changer les choses, ils changent les mots. Et c'est ce que font les militants de Bouche pas Abolition. Voilà, je vous remercie. Merci. C'est évidemment, c'est la première fois qu'à l'ASL on organise la table ronde ou le colloque sous ce format, mais bon, hormis quelques petites perturbations, on a quand même réussi à communiquer d'une manière suffisamment claire pour qu'on voit de toute façon, je crois, assez bien que cette question du langage est effectivement une question d'importance dans la question animale, dans la cause animale. Mais bon, je ne vais pas moi-même tout de suite commenter, bien que j'aurai toutes sortes de choses à dire, mais je vais plutôt laisser la parole aux participants qui souhaitent intervenir, soit pour apporter des compléments de choses qui n'auraient pas été dites au sujet des liens entre les questions linguistiques et ce qui relève de la question animale, ou bien qui auraient des réactions à l'égard de l'une ou l'autre des interventions que nous avons écoutées. Alors peut-être que le meilleur moyen serait d'utiliser, pour ceux qui sont familiers avec Zoom, d'utiliser la main qui permet de demander la parole. Et Malika, si je ne les vois pas, tu peux aussi donner la parole, bien sûr, puisque tu es co-animatrice. Entendu. Pour m'excuser parce que je suis obligé de partir. Voilà, c'est pour ça que j'ai montré ma main. Voilà. Je suis très intéressé par toutes les interventions. Excusez-moi. Bien, alors peut-être, pour lancer un peu les questions, j'aimerais bien transmettre à mes collègues linguistes, retransmettre la question sur l'interventionnisme au sujet du langage. Alors, ça a été dit un tout petit peu, enfin d'une manière très prudente par Astrid Guillaume, mais d'une manière plus directe, disons, par Marie-Claude Marcelier. Et en effet, cette idée qu'on puisse agir sur la langue, corriger les usages, les mésusages, c'est évidemment quelque chose qui est toujours très délicat pour les linguistes qui sont plutôt sensibles au fait que la langue est le résultat d'usages très difficiles à contrôler et qu'on a beau autoriser, interdire des choses, il y a une sorte d'usage qui se cristallise et qu'on a du mal à, évidemment, enfin, je veux dire qu'on ne peut pas contrôler. Donc, voilà, est-ce que cet aspect de la question relative, alors non pas aux euphémismes tels que les a décrits Florence Burga, c'est-à-dire où là on a vraiment une volonté très claire de masquage, de réappropriation, enfin des choses moi que j'ai un peu découvertes là et qui sont très délirantes d'une certaine façon, mais disons plutôt dans les usages quotidiens de la langue, est-ce que les linguistes ont une réaction sur le fait de savoir si on pourrait modifier la langue? Est-ce que
Oui, Astrid? Alors, ah, pardon. Allez-y. après Astrid, je prendrai la parole. Je n'ai pas vu qu'elle demandait la parole. Bon, alors justement, puisqu'on parlait de positionnement parfois extrême, il y a des mouvances véganes qui ont vraiment cherché à changer tous ces proverbes que moi j'avais répertoriés en 2018 lors d'une conférence filmée à l'IUT de Saint-Denis. Et donc, ils ont remplacé tout ce qui était animalier par soit des végétaux, soit par des objets, pour véritablement changer la langue. Donc après, il faut effectivement peut-être que ça entre dans les usages. Hein. Ça prend du temps, ça prend des siècles. Ce sont des expressions qui majoritairement datent soit de l'Antiquité, soit du Moyen-Âge, qui viennent parfois même du latin, qui ont été traduites. Mais ce qui m'intéressait, ce serait peut-être de rebondir sur ce que Jérôme Segal disait, à savoir qu'on peut, on est subjectif. Moi, je ne crois pas. Je pense au contraire qu'en tant que linguiste, on peut être extrêmement objectif, on doit rester scientifique et qu'en tant que chercheur, les SHS seront reconnus en tant que recherche sérieuse si nous restons au contraire extrêmement objectifs, scientifiques. On peut très bien être vegan, hein. Il n'y a rien qui interdit à un chercheur d'être vegan, d'aimer les animaux. C'est mon cas, j'adore les animaux depuis toujours. Je ne suis pas pour autant une militante forcenée, même si en tant que citoyenne, je l'ai dit, j'ai des positions, je signe des tribunes. Mais je pense qu'en tant que linguiste, nous pouvons au contraire, en maîtrisant le verbe, être extrêmement précis. J'ai même envie de dire chirurgicalement précis. Le lexique, la force du lexique, c'est justement la précision sémantique. Et là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de négociation possible. Le verbe, il est défini précisément, il a une histoire. Moi, j'ai une formation de linguistique diachronique en ancien français et en allemand médiéval. Un mot, c'est toute une histoire, c'est tout un univers, c'est toute une dynamique dans une évolution. Et à mon sens, les synonymes n'existent pas véritablement. Il n'y a pas de synonymes. Il y a différents types de termes qui ont des sens bien précis. Et si moi, j'ai beaucoup travaillé sur le mot sentience, c'est que j'estimais qu'il n'était strictement pas identique au mot sensible. Et je suis presque fière qu'aujourd'hui, nous soyons en mesure de différencier le mot sensible du mot sentience, parce que ça pose de grosses difficultés en traduction, en particulier quand il s'agit de traduire des textes juridiques depuis l'anglais vers le français. On traduit sentient being par être sensible, alors que la sensibilité est très polysémique pour le coup. Il y a beaucoup de sens derrière le mot sensible, et ça, j'ai fait beaucoup de conférences sur le sujet qui sont filmées également, qui sont régulièrement reprises à droite à gauche dans des ouvrages, entre autres. Mais je pense que, des ouvrages qui ne sont pas écrits par moi, hélas, mais je pense que justement, les mots ont un sens, ce sens évolue, parce que c'est le propre de la linguistique diachronique, et que quand il évolue, il faut le recontextualiser. Et bien utiliser des mots, c'est ça le propre du linguiste, d'utiliser le terme juste, le mot juste. Et ça, nous, en tant que traductologue, ou sémiotraductologue, ou encore mieux sémiotraductologue, on le sait très bien. Donc, je pense que les SHS et les sciences du langage en particulier ont beaucoup à gagner à rester très objectifs, très scientifiques. D'ailleurs, j'interviendrai à Sorbonne Université sur cette question début mars avec d'autres chercheurs dans un documentaire pour prouver que justement avec des grilles de lecture très scientifiques, on peut rester objectif. Certes, la matière humaine est dynamique et vivante, mais elle se recontextualise. Et en se recontextualisant, elle devient au contraire très, très fine, très scientifique, très objective. D'accord, merci beaucoup Astrid. Jérôme, je vous donnerai la parole après pour répondre, mais d'abord, je donne la parole à Florence Burga. Merci beaucoup, Philippe. Non, c'était pour rebondir un petit peu sur les deux propositions finalement antithétiques, celle de Marie-Claude donc, qui invite à modifier la langue et Jérôme Segal qui fait part de sa perplexité et je la partage largement face à une entreprise de modification radicale de la langue qui du coup devient inaudible on ne peut pas s'empêcher de se dire que peut-être il s'agit là de se payer de mots et d'oublier qu'au fond les mots sont quand même le fruit d'une sédimentation
Et il me semble que c'est au cœur de nos discussions de se demander si il n'y a pas finalement un grand risque, un geste éventuellement très contre-productif à modifier la langue, à la purifier de son anthropocentrisme et puis finalement s'en tenir là. Parce que on voit très bien comment bien-être, éthique, respect finalement forment une espèce de langage que j'appellerais volontiers politiquement correct aujourd'hui et qui permet précisément aux gens de ne pas penser ce qu'il y a derrière. Donc, est-ce que changer la langue, ça ne risque pas, au fond, de fonctionner comme un cache et comme quelque chose dont on va se satisfaire, on parlera bien des animaux, et c'est ce que fait l'institution, en fait, elle a répondu comme ça, en parlant bien des animaux. Voilà, donc je n'ai pas de réponse, mais je trouve très intéressant qu'il y ait cette discussion qui s'engage sur qu'est-ce qui peut se passer si on change la langue, en fait. Très bien, merci Florence. Jérôme? Oui, juste une petite réponse brève. Je me suis peut-être mal exprimé. Je ne conteste pas du tout la scientificité ni le caractère objectif, mais pour moi, c'est la démarche qu'il faut présenter. Et lorsque j'ai écrit mon premier livre sur l'antispécisme, j'ai jugé nécessaire de préciser dans quelle perspective je me plaçais moi-même par rapport à ce débat. Et si je dis qu'il n'y a pas de neutralité absolue, c'est qu'on a tous un parcours et que c'est une forme d'honnêteté que de faire état de ce parcours. Ensuite, le caractère scientifique et objectif du propos, ça, c'est pas la démarche, c'est plus le travail qu'on accomplit. Je pense que tous, si on met des citations, on voit quelle est la source. S'il y a un entretien, il est enregistré, on peut le consulter. Ça, c'est le côté scientifique du travail et c'est quelque chose qu'on respecte tous. Mais je distingue en fait l'approche, la démarche du travail en lui-même. Ouais. Merci. Et il y a Jean-Christophe Dourdé qui a demandé la parole. Hein. Philippe, si tu ne l'as pas vu, voilà. Non, je ne l'avais pas vu, donc allez-y. Voilà. Jean-Christophe Dourdé. Voilà, j'active mon micro, excusez-moi, vous ne m'entendiez pas. Vous m'entendez à présent? Oui, on vous entend, merci. D'accord, ma connexion n'est pas toujours très bonne, donc j'espère qu'avec la vidéo, ça va passer. Oui, je me présente peut-être brièvement, Jean-Christophe Dourdé, donc je suis linguiste et sociolinguiste à l'Université de Poitiers. Je connais certaines des personnes qui participent à la table ronde. Merci beaucoup à tous les intervenants avec des éminences comme Catherine Carba-Orecchioni en linguistique ou Florence Burgal, que j'admire beaucoup pour son travail, ou Jérôme Segal, et les autres également. Je voulais juste rebondir sur la question de l'objectivité. Effectivement, comme ce que disait Astrid, j'ai oublié son nom de famille. Excusez-moi, évidemment, mon téléphone sonne. Voilà, je pense qu'il faut viser à l'objectivité la plus grande possible. Par contre, il me paraît difficile d'être totalement neutre par rapport à la question animale. Je travaille beaucoup sur les langues minorées, sur les langues de France ou d'ailleurs, et les rapports de domination entre les langues dominantes et les langues subordonnées rejoint un peu finalement la question du rapport entre les humains et les animaux. On peut difficilement, quand on va sur le terrain, quand on fait un travail de sociolinguistique, voire d'ethnolinguistique, rester complètement neutre par rapport à son objet. Et quand on étudie quelque chose, mettons, je ne sais pas, la langue comme le mazatèque du côté du Mexique, on travaille avec les populations et on propose, alors là ça rejoint autre chose par rapport à l'invention du vocabulaire, on propose une codification graphique, on propose un certain nombre d'aménagements linguistiques et cela fait que, voilà, par rapport à son objet, on ne peut plus être neutre. Par contre, ça n'empêche pas l'objectivité et effectivement. Voilà, c'était ma petite contribution modeste à la table ronde. Merci. Merci pour cette contribution. Juste une petite remarque. Pardon, Catherine, vous vouliez intervenir? Oui. Marie-Claude aussi, Marsollier. D'accord. Alors, Marie-Claude et Catherine. D'accord. D'abord, Marie-Claude. Je pense que Philippe l'a mentionné tout à l'heure. Hein, cette réflexion sur le langage et les animaux, c'est aussi éventuellement une occasion de peut-être faire évoluer les choses. Bon, moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, le langage n'est pas neutre et dans notre...
le fait qu'aujourd'hui, on ne puisse pas dire des expressions comme qu'est-ce que t'es juif pour désigner a priori un comportement de quelqu'un qui agit de manière je sais pas, sournoise ou qui est obsédé par l'argent, etc. Je pense que c'est une évolution favorable et qu'on ne dit pas, voilà, j'ai travaillé comme un nègre pour signifier j'ai travaillé comme un esclave. Enfin, j'ai beaucoup travaillé, très exactement. Je pense que c'est, encore une fois, le langage, c'est à la fois enfin, c'est pas moi qui vais vous apprendre ça, hein, c'est à la fois une fonction de, ça reflète l'état de la société et puis ça perpétue des choses. Donc il y a eu évidemment tout un travail par les féministes, en particulier avec toutes ces questions de trouver des équivalents féminins pour, par exemple, ou pour avoir le droit de parler d'une directrice de cabinet, alors qu'on pouvait parler d'une directrice d'école, mais que c'était toujours un directeur de cabinet. Il y a eu des tas de débats sur le fait est-ce qu'on pouvait dire une présidente de l'Assemblée. Donc ça semblait impensable à une époque. Et c'est une évidence que le langage n'est pas neutre et que à partir du moment où il est en contradiction avec ce qu'on peut dégager de manière, disons, la plus scientifique, légitime possible, avec ce qu'on connaît, par exemple, en éthologie sur les autres animaux, il me semble que c'est de notre devoir, enfin, voilà, il faut, à un moment donné, il faut être, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. Non, mais je crois que ce n'est pas le débat, là. Je peux me permettre de répondre ou pas, Philippe Monneret? Philippe, on ne vous entend pas. Votre micro est fermé. Oui, Philippe. Pardon, oui, alors Astrid, on va juste laisser terminer Marie-Claude et puis je vous donne brièvement la parole et ensuite Catherine. Alors, juste pour une petite réaction, alors Astrid. Hein. Oui, Marie-Claude, terminez. Oui, donc je finis rapidement en disant que les interventions, enfin des tentatives d'intervention sur la langue, ça s'est fait largement dans le domaine de la défense des droits des femmes et que tout ce dossier, toute cette entreprise de féminisation des noms de fonctions, des noms de professions, eh bien, c'est quelque chose qui a duré, qui dure encore, mais qui, je pense que voilà, 35 ans, ça a commencé en 1984 avec des commissions de féminisation des noms. Ça s'est terminé peut-être en 2018 quand l'Académie française a dit que finalement, il n'y avait pas d'obstacle majeur pour féminiser tous les noms de fonctions et de professions. Et je pense qu'il y a un enjeu réel à essayer de faire évoluer notre langage pour le faire coïncider avec ce que l'on connaît maintenant mieux des animaux non humains. Voilà, merci de m'avoir laissé terminer. Merci, oui, sans doute, il y a un parallélisme. Alors, Astrid, vous vouliez réagir brièvement à Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas le débat. Il y a 2, voire 3 débats. Moi, ce dont je parle, c'est l'objectivité, la précision lexicale et leur définition. Alors, bien sûr que les langues, il y a des stéréotypes, que la langue soit connotée, qu'il y ait des non-dits, des implicites, ça c'est évident. Là, la sémioticienne le sait bien évidemment, et toute la langue évolue. C'est le principe de la linguistique diachronique et de toute la sémiotique des cultures. Mais lorsque l'on définit un terme, lorsque l'on donne sa définition, voire ses définitions, là, normalement, il y a une précision qui relève vraiment des sciences. C'est-à-dire que lorsqu'un terme rentre dans le dictionnaire, il a 1, 2, 3, une polysémie, plusieurs sens, hein, et ça, c'est scientifique, je veux dire. Alors après, les expressions, les associations d'idées, l'histoire des proverbes, tout ça, ça évolue, c'est connoté, c'est raciste, c'est en cours d'évolution, et c'est très bien, mais c'est pas le débat, ça c'est un autre débat. Moi, je dis que l'objectivité scientifique, terminologique, lexicale, c'est une autre question. Hein, et lorsque l'on définit des termes, c'est très scientifique. Oui, non, mais c'est certain, il faut distinguer d'un côté le métalangage et puis de l'autre côté le langage ordinaire avec toutes ces variations. Merci. Alors, Catherine. Non, j'ai plus grand-chose à dire parce que je suis tout à fait d'accord avec les 2 interventions qui ont été faites précédemment. Là, je suis moins d'accord avec Astrid Guillaume parce que je pense qu'il faut être plus nuancé que ça. Et que, même l'opposition sensibilité sentience,
la notion de sentience, elle n'est pas admise par tous les scientifiques, biologistes, etc. Elle est très controversée. Et imposer le terme de sentience, il y a quand même dessous de l'engagement, c'est vrai. Il y a une continuité entre, comment dire, même au niveau de la littérature, entre la littérature absolument scientifique et puis la littérature militante, il y a tout un continuum. C'est grave. Par exemple, je vous connais essentiellement à cause de vos contributions à, comment ça s'appelle, droit animal, éthique et sciences, auquel je suis abonnée, j'aime beaucoup. Vous êtes la linguiste qui intervient dans cette revue, j'aime beaucoup ça, mais ils sont militants quelque part. Vous n'allez pas les nier. Et cette revue, elle est quoi? Elle est dans le monde elle est académique, scientifique, etc., ou elle est militante? Elle est entre les deux. Donc, il y a un continuum, et ce n'est pas si simple que ça, il faut être... Alors, de même, pour ce qui est de la modification, agir sur la langue, il est bien évident que la langue a une fonction conservatrice, qu'elle a une inertie, et qu'il faut y toucher un peu, mais à la marge. Et la comparaison, effectivement, avec le sexisme, elle est tout à fait judicieuse, elle est tout à fait pertinente. Il n'est pas... Bon, alors on peut discuter sur l'écriture inclusive. C'est dommage que Patrick Charodeau soit parti parce que j'ai eu beaucoup d'échanges assez vifs avec lui à ce sujet. Mais passons. Il n'est pas question de tout bouleverser, etc. Mais à la marge, on peut quand même agir. Et ça, d'ailleurs, ça marche. La féminisation des non-métiers, maintenant, c'est un acquis, etc. On peut faire pareil pour ce qui est ce que j'appelle le spécisme inscrit dans le vocabulaire. Moi, personnellement, j'avoue que toute féministe que je suis, par exemple, je ne supporte pas Balance ton porc. Ça m'a toujours énormément changé. Gênée, j'aime beaucoup mieux MeToo, sauf que MeToo, c'était anaphorique, donc ça pouvait pas d'entrée être imposé. Balance ton porc, ça me fait vraiment froid dans le dos. Et je déteste ça. Mais alors là, on peut trouver des expédients pour contourner cette espèce de sexisme horrible, de spécisme horrible inscrit dans le vocabulaire. On peut trouver à la marge des petites solutions. Alors après, il y a toutes sortes de degrés, on peut discuter entre nous jusqu'où on peut aller. Il est bien évident qu'on ne peut pas se débarrasser d'un mot comme dire des bêtises. C'est impossible, ça. Bon, on pourrait multiplier les exemples. Mais encore une fois, moi, j'insiste beaucoup sur l'idée qu'il y a toute une palette de nuances qu'il faut introduire quand on discute sur ces questions, parce que sinon... D'accord. Alors, Astrid, très brièvement, parce qu'il faut qu'on laisse la parole un peu à tout le monde, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, pour rebondir sur ce que Catherine vient de dire, je suis... Malika? Non, je disais juste que je signale qu'Alain Rabatel a demandé la parole aussi. Voilà, c'était juste ça. Pardon. Mais oui, une réponse d'Astrid. Voilà, c'est pour signaler. Alors, donc, moi, je suis à la base aussi traductrice et je dois dire que pour traduire le mot sentience vers le français, on s'arrache les cheveux. Donc, il n'y a pas de militantisme derrière cela. Il faut savoir le traduire. Il existe en anglais, en espagnol, en italien. En allemand, il n'existe pas en français. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de problèmes derrière ce mot, si ce n'est que effectivement, il y a des véganes. Il y a un enjeu là-dessous qui est... Oui. Il y a des véganes qui utilisent beaucoup ce mot et que du coup, ça froisse. Mais c'est vrai qu'il est bien pratique et il ne fait pas l'unanimité auprès de certains chercheurs, c'est vrai, mais il fait aussi l'unanimité auprès de certains vétérinaires, auprès de certains neurobiologistes. Entre autres, Georges Chapoutier l'a totalement adopté et je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui ne soit pas sérieux. Donc, en fait, ça, c'est pour le mot sentience. Bon, après, pour les expressions, moi, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, je l'ai dit lors d'une conférence filmée à l'IUT de Saint-Denis en 2018 où j'ai répertorié toutes les expressions qui étaient vraiment choquantes au niveau animalier. Hein. Donc, ça fait bien longtemps que je suis bien d'accord avec tout ça. Mais en tant que traductrice à la base, je sais qu'il est très important d'avoir des termes précis, en particulier pour le droit. Parce que lorsqu'on voit le traité d'Amsterdam qui ne traduit pas précisément un mot et que ça a des incidences après sur le bien-être animal, eh ben, c'est quand même assez important. Et nous, en tant que linguistes, il est important qu'on se positionne aussi, tout simplement. Oui, d'accord. En tout cas, c'est une idée qu'on retiendra pour le colloque, hein, cette question de la traduction. Alors, Alain Rabatel. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Bon, merci d'abord à l'ASL pour cette belle initiative et puis merci aux conférenciers. Je vais passer très vite sur un certain nombre de choses qu'a dites Catherine Kerbrato-Recchioni, puisque je suis tout à fait d'accord avec elle. Alors, sur la question quand même de l'objectivité, je crois qu'il y a un travail d'objectivation.
y compris de sa propre subjectivité, et que ça fait partie de plein droit du travail scientifique. Mais cela dit, sur la question épurer la langue, qui est une vraie question, là aussi, je crois que l'innovation terminologique est une chose. La question de l'épuration des mots, épurer la langue, on sait quand même depuis longtemps, en tout cas quand on est linguiste, jusqu'où ça peut mener à des ridicules et à des choses assez dangereuses, et puis au fond aussi à ne pas être compris et à mal faire partager la cause qu'on veut défendre. Donc je crois qu'il y a du déraisonnable dans ce genre de choses, mais bien sûr que la langue, dans le même temps, elle acte des évolutions, et c'est heureux. Cela dit, moi je voudrais dire deux choses. Par rapport à toutes les interventions que j'ai entendues, tout le monde a parlé du langage. Personne n'a utilisé le mot langue. Je pense que si colloque il y a, la question du langage est absolument déterminante, et c'est très bien d'évoquer cette question, parce que parler de la langue risquerait d'impulser des réactions négatives, ou de ne pas être attentif à une façon innovante d'appréhender la réalité des phénomènes de communication. Mais bon, la communication animale, c'est une chose, le langage animal, c'est une chose, à quoi je souscris, la langue, c'est autre chose. Et je pense que pour un linguiste, c'est intéressant. Alors bien sûr, ça dépend toujours de ce qu'on met sous les termes, mais quand même, je crois que si on définit la langue par son système symbolique, par sa capacité à évoquer l'absent, à faire des hypothèses, etc., là, je crois qu'il y a quand même un propre de l'homme. Donc, premièrement, c'est ce que je voulais dire, je crois que la question du langage animal est absolument pertinente, mais qu'il ne faut pas oublier de s'interroger sur la langue. Est-ce qu'il y a une langue animale ou pas? Et deuxièmement, ça pose la question au fond du propre de l'homme. Alors, bien sûr, nous avons une part animale en nous, mais nous ne sommes pas que des animaux. Bien sûr, je suis de plus en plus sensible à la maltraitance animale, mais je voudrais m'interroger sur une notion du propre de l'homme, parce que réfléchir sur les animaux, c'est aussi réfléchir sur le propre de l'homme. Un propre de l'homme qui ne se réduit pas ni à la domination ni au mépris, mais qui me semble intéressant. Dernière chose peut-être, c'est que je pense que ce serait intéressant de penser la question animale d'une façon plus large aussi. C'est la question du vivant. Ça va, d'abord, il y a des animaux. De quels animaux parle-t-on quand on parle des animaux? Mais la question du vivant en général. Et c'est pourquoi il me semble que la question du propre de l'homme est intéressante, parce que on la pense un peu différemment. Si on pense la relation des hommes au vivant, il y a toutes les formes de vivant, que si on la pense uniquement dans la relation homme-animal. Voilà, j'ai terminé. Et en tout cas, je voulais remercier tout le monde pour cette table ronde bien stimulante. Merci Alain pour cette intervention. Bon, on ne va pas entrer dans toutes ces questions hein, qui sont complexes. Le format de la table ronde là, nous permet simplement de lancer les questions et surtout de vérifier s'il y a... Enfin, l'idée était tout de même, je crois, de vérifier s'il y avait vraiment matière à réflexion et à collaboration entre linguistes et spécialistes de ces questions animales qui ne viennent pas de la linguistique. Et je crois que, bon, on a vu que c'était bien le cas. En tout cas, on laissera de toute façon aujourd'hui beaucoup de questions ouvertes. Mais je crois qu'on va aller vers ce colloque, puisqu'on voit bien que la réflexion là ne fait que commencer, au moins sous certains aspects, notamment cette distinction dont vient de parler Alain Rabatel sur la question de la langue, qui a été bon, indirectement introduite par Astrid Guillaume, notamment avec la notion de plurilinguisme hein, chez l'animal. Bon, mais c'est une vraie question de savoir quel est l'enjeu d'intégrer
la communication animale sous la dénomination, enfin sous le concept de langue. Bref. Alors, avant je voudrais, parce qu'on s'approche de 19h, donc de la fin de cette journée, je vais donner la parole dans quelques instants au président de l'Association des sciences du langage, Guy Acharbel, mais avant ce mot de conclusion, je voulais juste signaler, donc on a bien vu deux questions notamment qui sont passées par le chat autour de la libération animale. Hein, il y a une demande, un questionnement sur la notion de libération animale avec une référence à un article de Francis Wolff, Libérer les animaux, un slogan immoral et absurde. Bon, donc on retient la question, mais je ne vous propose pas d'y répondre parce qu'il est trop tard. Et puis, il y avait une question plus générale sur le caractère peut-être nécessairement subjectif de toute définition. Bon, je voulais quand même, avant qu'on se quitte, mentionner ces contributions discrètes, mais qui sont quand même de véritables contributions à cette table ronde. Alors, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention avant que je donne la parole à Guy Acharbel ? Non, je ne crois pas. Alors, bon, pour ma part, je remercie bien sûr très chaleureusement tous les participants de cette table ronde passionnante, trop courte du coup, et je te donne la parole, Guy. Oui, merci Philippe. Alors, à mon tour de remercier chaleureusement tous les participants et participantes pour à cette table ronde. Bon, où on a appris beaucoup de choses, nous linguistes, venant de vos différentes disciplines. Merci aussi à Philippe et à Malika pour la modération, l'animation de cette table ronde qui a pas la petite parenthèse, c'est que c'est très bien passé. Je me posais aussi la question un petit peu, donc il faudra, et on a prévu une suite, effectivement, je relisais la question d'Adrienne Pité sur, donc ici, de Francis Wolff, et effectivement, je comprenais pas très bien ce que Wolff voulait dire par libération, donc il faut, on a encore des questions à poser et des réponses à apporter. Oui, alors, là où vraiment nos remerciements au nom de l'ASL sont sincères, c'est qu'on voit combien cette table ronde s'inscrit dans les préoccupations de notre association. Nous en parlions un petit peu auparavant, avant la table ronde, lorsque, en assemblée générale de l'association, assemblée générale annuelle, lorsque nous mentionnons la parution des actes de notre colloque 2019, et où nous soulignons le fait que l'association régulièrement, au moins depuis 2003, et à 5 reprises depuis 2003, se pose des questions des spécificités, des limites et des contacts de notre discipline et des contacts de notre discipline avec d'autres disciplines. Et là, on a eu une démonstration magistrale de cette perméabilité et de ces échanges. Alors, moi, ce qui m'a frappé et ce qui donc nous incite à poursuivre, c'est que tous les intervenants de cet après-midi se penchent sur la problématique qui a été traitée en prenant pour témoin de cette problématique des phénomènes de langage. Donc ça, c'est un premier point qui, évidemment, nous, linguistes, nous intéresse beaucoup, et surtout les regards que vous apportez dessus. Je me posais la question, on en reparlera plus tard, comment une biologiste, par exemple, aborde véritablement ces questions d'un point de vue de linguiste, de linguiste. Alors, ça, c'était le premier point. Donc, et comme l'a dit Philippe, nous allons donner une suite à cette table ronde. Donc, merci au nom de l'association d'avoir, comme ça, apporté vos contributions à la réflexion linguistique. Et puis, deuxième chose qui mérite alors véritablement une suite, moi, je ne m'y attendais pas, mais c'est tout le débat, finalement, on a un petit peu parlé aussi lors de l'AG, mais là, ça a vraiment surgi, c'est assez flagrant. C'est tout le débat sur ce que nous avons appelé de notre côté de l'ordre de l'Assemblée générale, comme une possible suite aussi, un débat à ouvrir, c'est sur la linguistique d'intervention. Donc voilà, nous sommes parfaitement satisfaits
de cet après-midi, hein, dont on voit l'unité du début à la fin. Donc, une fois encore, merci à tout le monde, mais aussi à la 50aine de participants qu'on a pu recenser au cours de l'après-midi. Voilà. Merci Guy. Bon, bah écoutez, il me reste à vous saluer tous les participants, à la fois les intervenants à la table ronde et tous les autres. Bien sûr, je continuerai de vous tenir informés des suites de l'organisation de ce colloque. Et encore une fois, merci à tous d'avoir participé. Au revoir. Merci Philippe. Merci Philippe, à bientôt. Au revoir. Au revoir.